Netflix a conquis le monde avec 3 tactiques de génie. Et cela leur a permis de passer d'une société anonyme qui distribue des DVD aux géants interplanétaires qui occupent nos soirées, nos week-ends et nos journées. Mais le plus fou, c'est que pendant bien longtemps, les fondateurs eux-mêmes n'ont pas su décrypter que ce qu'ils étaient en train de mettre en place au quotidien était le fondement de leur réacteur. Avec Netflix, ils ont tout simplement voulu prendre le contre-pied de la société qu'ils avaient montée avant. Je me suis ingurgité cette merveille autobiographique de Reed Hastings, qui est le cofondateur de Netflix, et je te révèle toutes les tactiques derrière ce géant. Et tu vas voir que c'est assez loin de ce que tu peux imaginer au premier abord. Mais avant ça, petit flashback. Reed Hastings a fondé sa première société, Pure Software, en 1991. Et rapidement, il va être rejoint par Mark Randolph. Quelques années plus tard, le duo va révolutionner le monde de l'audiovisuel, en prenant les décisions les plus folles qu'on ait jamais vues à cette époque, qui étaient à l'antipode de leur première société. Cette première société, Pure Software, Reed Hastings a dû la vendre à contre-cœur, tout simplement parce qu'il n'a pas pu prendre le tournant des nouvelles innovations sur son marché. La faute, selon lui, à des règles d'entreprise beaucoup trop contraignantes qu'il avait déjà établies. Rembobinons. Pure Software connaît un beau démarrage et rapidement la société grossit. La société va vite dépasser les 15 collaborateurs et la croissance est assez folle. Puis, à force de recruter, Reed a mis en place des processus d'intégration, de travail, des normes, des chartes, etc. Petit à petit, les erreurs individuelles se sont multipliées tout simplement parce que la société était de plus en plus grosse. Et les différentes strates de décision laissaient passer des petites coquilles. Et Reed, à cette époque, n'acceptait pas ça et il a voulu absolument tout cadenasser. Absolument rien ne devait être laissé au hasard. Et pour t'illustrer cela, je vais prendre une anecdote que Reed raconte. Sheila avait amené son chien au bureau, il a mangé la moquette de la salle de réunion, ils ont dû la changer entièrement et ça m'a coûté une fortune. Action, réaction, Reed va tout simplement par la suite interdire d'amener ses animaux au bureau ou alors il te faudra un accord des ressources humaines. Reed vient expliquer que les règles et les processus de contrôle étaient devenus le fondement de sa société. Et c'est un fonctionnement qui marche très bien pour accueillir et garder des gens qui sont conformistes. Mais évidemment, ça marche pas du tout pour les autres. L'innovation a donc commencé à ralentir dans la société. Puis à ce moment-là est venu le virage d'un nouveau langage informatique. Et à cette époque, ça devient vraiment un enjeu décisif de savoir le maîtriser. Et là, je te parle du langage de programmation Java. Et malheureusement, Pure Software n'a pas su prendre ce virage. Beaucoup trop rigide, trop conformiste. Reed avait créé ces règles pour que les employés les appliquent sans réfléchir. Mais de l'autre côté, il a anéanti leur créativité et leur proactivité. En 1997, il a vendu sa société à son principal concurrent, ce qui était à l'époque un crève-cœur pour lui. Mais entrepreneur dans l'âme, il va tout de suite repartir avec une nouvelle société qui s'appelle Netflix. Reed Hastings est un très grand fan de films. Et en 1997, il a l'habitude de louer régulièrement des cassettes au vidéoclub de sa ville. Mais un jour, il va se rendre compte qu'il a oublié d'en rendre une. Il la ramène au vidéoclub et là, la pénalité est salée. 40 € pour le retard. Reed va alors réaliser une chose. Se déplacer pour aller emprunter un film, c'est déjà pas pratique. Mais le ramener l'est encore moins. Et en plus, on vient s'exposer à prendre des pénalités de retard. Et à ce moment-là, il y voit clairement un marché énorme et une opportunité. Puis en creusant le marché, il va tout simplement tomber sur une opportunité de l'époque qui s'appelle le DVD. Ça fait la taille d'un CD, c'est léger et c'est facilement envoyable par la poste. Il en parle à son copain de toujours, Mark Randolph, il se tape dans la main et il décide de lancer Netflix. Le concept est assez simple, proposer des DVD par la poste aux Américains. Et comme à son habitude, ce duo démarre sur les chapeaux de roue et en 1998, la société compte déjà 30 collaborateurs. Et à ce moment-là, Reed va faire de son mieux pour éviter de recommencer les mêmes erreurs de gestion qu'il avait fait dans sa précédente boîte. Il évite les règles et les contrôles trop stricts. Mais à ce moment-là, il estime que Netflix n'est pas un lieu de travail formidable pour autant. Et d'ailleurs, c'est finalement une société comme les autres. Début 2001, la société a explosé et ils sont 120 collaborateurs. Et cette année, le tournant de la société et la naissance de tactiques révolutionnaires. Au printemps 2001, la bulle Internet explose et la crise arrive. Des centaines de boîtes du secteur Internet font faillite et disparaissent. Netflix est évidemment touché parce que la majorité de son business se passe en ligne. Et à ce moment-là, ils sont très proches de mettre la clé sous la porte parce que personne ne veut les financer. Et bien sûr, en 2001, la société n'était pas encore rentable. Et donc, il existait une seule solution pour encaisser le choc et tenir encore quelques mois. Licencier plus de 30% de l'effectif
effectif, ce qui équivaut à 40 collaborateurs. À ce moment-là, Reed se rend compte d'une seule chose, que la société va devoir produire plus tout en ayant moins de collaborateurs pour devenir rentable. La rentabilité de la société devient alors inévitable parce que plus personne ne veut les financer et ils sont obligés de prendre cette décision. Reed et Mark vont alors faire un choix très cartésien pour licencier une partie de leurs employés. À cette époque-là, personne n'avait réellement de mauvais résultats. Tout le monde atteignait ce qu'on lui demandait et évidemment, il y en avait qui surperformaient. Ils ont alors décidé d'établir un classement de leurs collaborateurs en fonction de leur performance. Et ils se sont tout simplement séparés des personnes qui avaient les moins bons résultats et de quelques personnes qui étaient extrêmement bons mais qui n'avaient pas le bon mindset et qui avaient du mal à s'intégrer. À ce moment-là, le moral des troupes était évidemment assez bas. Et cette annonce allait clairement faire plonger tout le monde encore un peu plus bas. Netflix était clairement au bord de la faillite. Mais bizarrement, quelques semaines après la vague de licenciements, le bureau est entré dans une phase de bouillonnement et d'émulation. Une vibration de passion, d'idées et d'énergie de la part des 80 collaborateurs restants. Netflix va alors finir l'année sur les chapeaux de roue et va réussir des performances qu'il n'avait jamais atteint avec 30% de collaborateurs en moins. Fort de ce constat-là, Reed va alors déterminer le premier pilier de la culture Netflix. Première tactique, garder et recruter uniquement des talents surperformants et remarquables. Netflix venait tout simplement de mettre le doigt sur le phénomène de densité de talent qui avait été découvert par le professeur Will Phelps lors de ses recherches. L'étude du professeur Phelps de la contagion du comportement sur un lieu de travail est devenue extrêmement populaire suite à l'explosion de Netflix. Le résumé de l'étude est finalement assez simple et tu vas voir que ça va à l'encontre de nos croyances. Phelps a d'abord découvert ceci. Lorsque les coéquipiers dans un groupe sont exceptionnellement doués et intelligents, le mauvais comportement d'un seul individu parvient à faire chuter l'efficacité de toute l'équipe entière. Des groupes d'études ont obtenu des résultats 30 à 40% inférieurs à ceux des autres à partir du moment où un élève perturbateur était présent au sein de ce dernier. Le comportement d'un individu perturbateur au sein d'un groupe va tout simplement contagier l'ensemble du groupe. Et petit à petit, les autres vont venir adopter son comportement. Alors que dans nos croyances, en tout cas personnellement, c'est un peu l'inverse et j'ai toujours pensé qu'un individu moins bon au contact des meilleurs allait s'améliorer. Alors que finalement, c'est l'effet inverse et il tire tout le monde vers le bas. Quand Reed Hastings et la direction de Netflix ont mis le doigt sur ce qu'ils venaient de vivre, ils ont alors décidé de recruter que des gens exceptionnels et surcompétents. Et ils préfèrent mettre du temps à trouver la bonne personne plutôt que de se précipiter et venir gâcher la force du groupe et sa densité de talent. Pour finir cette première tactique, je vais tout simplement citer Reed Hastings. La densité de talent est le point le plus essentiel pour la fondation de toute l'histoire de Netflix. Un lieu de travail réactif et innovant se compose de ce que nous appelons des collègues remarquables. De plus, aucune des tactiques suivantes ne fonctionne à moins de s'être assuré que cette dernière soit bien en place. Seconde tactique, l'honnêteté toujours, la franchise à son paroxysme. Dans son discours de fin d'année au top manager de l'entreprise, Reed Hastings insiste toujours sur une chose, la franchise. Et il leur dit quelque chose régulièrement. Il est de votre responsabilité, en tant que leader, de ne pas prendre votre équipe au dépourvu. Aucun ne doit ignorer votre point de vue. À première vue, j'étais plutôt le genre de personne à penser que l'omission, ou peut-être parfois le mensonge, peut être bénéfique. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et encore moins avec tout le monde. Évidemment, je suis pas là en train de te prôner le mensonge, mais on a évidemment tous en tête des situations où on préfère d'omettre la vérité, voire même parfois mentir pour éviter de blesser quelqu'un gratuitement ou tout simplement générer du conflit. Sauf que chez Netflix, c'est totalement interdit. Et ils vont même bien plus loin parce que si tu n'es pas honnête, tu t'exposes tout simplement au licenciement. Ça peut choquer, mais ils ont ancré cela dans leur culture d'entreprise. Toutes les choses doivent être dites, mais uniquement dans une intention positive. C'est-à-dire qu'il est interdit de formuler un reproche s'il est juste dit pour rabaisser ou pour piquer. Il doit être amené de façon positive et constructive. Et pour faire ça, Netflix a tout simplement formé ses managers à la communication non violente. Et les résultats sont tout simplement exceptionnels. Car quand vous n'êtes entouré que de talents et que chacun ose dire à l'autre qu'il pourrait s'améliorer comme ci ou comme ça, et que c'est formulé de la bonne façon, et ben tout le monde se tire vers le haut et les résultats explosent. Et une fois cette seconde tactique installée, Netflix est allé encore bien plus loin et ce fut la première entreprise à faire ça. Troisième tactique, supprimer tous les contrôles. Et oui, ça peut paraître fou, mais chez Netflix, il n'y a aujourd'hui aucun contrôle. Et ils ont commencé par prendre une décision qui était unique à l'époque, supprimer les congés prédéterminés et tout simplement implémenter la politique des congés illimités. Et pour Reed Hastings, le constat était très simple. Je ne suis entouré que de talents. Tout le monde bosse dans le même mindset et pour construire quelque chose de grand. Mais chacun a un rythme de travail particulier et des deadlines à respecter. Certains vont bosser 12 heures par jour pendant 2-3 semaines, puis vont ensuite pouvoir relâcher la pression quand une nouvelle série est sortie sur Netflix. D'autres sont plus du matin, d'autres sont plus du soir,
pouvoirs, etc. Reed a alors compris qu'une fois la franchise installée à 100%, chacun allait ensuite pouvoir s'auto-gérer. Et il a donc décidé de supprimer les congés imposés. Chez Netflix, c'est simple, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux prendre 2 mois de congé d'affilée si tu le souhaites et en référer à personne. Et tant que tu es performant à ton poste, personne viendra te demander quoi que ce soit. Évidemment, en lisant ça, je me suis fait la même remarque que tu es sans doute en train de te faire. Oui, mais j'ai lu des études qui prouvent qu'en fait, quand on propose des congés en illimité, finalement c'est contre-productif, personne les prend et ça finit par faire de l'esclavage moderne. Et d'ailleurs, ces études sont totalement vraies puisque si on fait ça et qu'on n'a pas la culture Netflix, ça ne marche pas. Mais chez Netflix, ça marche parce qu'ils dirigent par l'exemple. Et donc les leaders et les managers au sein de Netflix viennent prendre beaucoup de congés. Reed Hastings les oblige à diriger par l'exemple et ça passe par montrer à ses équipes qu'on prend des congés, beaucoup et à n'importe quel moment. Et néanmoins, c'est vrai, comme on l'a dit, que d'autres entreprises ont voulu répliquer ce modèle sans que les managers soient formés, sans qu'ils prennent beaucoup de congés et évidemment, ça a capoté. Mais chez Netflix, suite à cette décision qui a été un énorme succès, Reed Hastings a voulu aller encore plus loin. Et il a d'ailleurs inscrit dans la culture Netflix une phrase qui n'a plus jamais changé. Agissez au mieux des intérêts de Netflix. C'est un des commandements que tout nouvel employé chez Netflix est obligé de s'approprier. Et suite à cette décision, Reed a supprimé tous les contrôles sur ses collaborateurs, et notamment celles en matière de frais de société. N'importe quel employé chez Netflix peut dépenser l'argent de la société comme il le veut, mais à une seule condition, que ça soit dans l'intérêt de Netflix. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était très borderline et très compliqué pour un employé de savoir où était vraiment la limite. Mais Reed Hastings a répondu à mon problème en disant cela. Si vous devez vous expliquer d'une dépense devant vos managers, vous devez avoir une explication logique et qui sert les intérêts de la société. Si vous êtes gêné de l'expliquer ou que vous n'avez aucune explication, c'est que vous êtes hors de la limite. Et à ce jeu-là, évidemment, il y en a toujours qui veulent jouer et qui vont le payer très cher. Et je vais te l'illustrer avec une anecdote toute simple. Une employée de Netflix s'amusait à prendre ses vacances dans des hôtels 5 étoiles avec l'ACB de la boîte et en plus se permettait de prendre des vols en classe business. Et donc elle dépensait des fortunes pour ses usages personnels. Mais Netflix a quand même un pôle qui vient contrôler les dépenses de la société. Chaque année, ils vont regarder environ 20% des frais que font passer les collaborateurs et ils vont contrôler les anomalies. Cette fameuse collaboratrice est donc passée entre les mailles du filet pendant des années, mais un beau jour, elle a été convoquée par ses managers. Évidemment, elle a été incapable de se justifier et a été virée sur le champ. Et oui, aux États-Unis, ça fait pas dans la dentelle. Netflix en a même fait un cas d'école au sein de la société, juste pour rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a un truc que j'ai relevé et qui me paraît très intéressant pour les sociétés aujourd'hui. Reed Hastings explique que finalement les débordements sont minimes et que finalement cette décision est très bénéfique pour la société. Tout simplement parce que les collaborateurs ne perdent pas de temps avec les process et peuvent s'exprimer au mieux de leur capacité. Et pour contrebalancer, je vais te raconter l'anecdote de Nick. Nick, il est tout jeune et c'est un employé qui vient d'arriver dans la société que depuis quelques mois. Et donc, il est au bas de l'échelle. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est important de le garder en tête pour la suite de l'histoire. À ce moment-là, on est en 2014 et il y a des nouvelles télés sur le marché qui permettent de regarder ces films et ces séries en 4K. Netflix avait évidemment anticipé cette sortie et bossé depuis des mois et des mois pour pouvoir proposer des séries en 4K, afin que les gens, grâce à leur nouvelle télé, puissent exploiter le potentiel des nouvelles séries Netflix. Netflix avait donc prévu en avant-première une présentation de sa toute dernière série en 4K sur une télé qui proposait évidemment le 4K. Et là, il faut bien se remettre dans le contexte, à ce moment-là, une seule marque de télé en proposait et c'était tout récent. La précieuse télé était alors dans les locaux de Netflix et tout était prêt pour le lendemain afin de faire une présentation de cette nouvelle série à des journalistes très réputés dans le monde du cinéma et des séries. Et le matin de la présentation, le directeur marketing de Netflix va arriver dans le salon dédié à cette présentation et il va tomber des nues. Tout simplement parce que la télévision n'était plus là. Pour te la faire simple, l'équipe de nettoyage qui pensait que c'était une vieille télé qui avait été déposée là dans le salon pour être débarrassée, l'a dégagée. On se retrouve donc à 1 heure de la présentation. Netflix a investi des dizaines de millions de dollars dans cette nouvelle série et dans la présentation afin de la présenter aux journalistes. Et clairement, ils vont pas pouvoir tenir leurs engagements. Et c'est à ce moment-là que ne pas avoir de règles, ça va faire gagner des centaines de millions de dollars à Netflix. La veille au soir, Nick avait fini son boulot très tard. Consciencieux, avant de partir, il était tout simplement passé dans le salon de la présentation pour s'assurer que tout était bien là et tout était prêt. Évidemment, en partant et vu l'heure, il a vu quelque chose clocher puisque la télé n'était plus là. Étant simple collaborateur, il pensait que c'était simplement une erreur et que les managers l'avaient déplacé ailleurs. Mais dans le doute, il va quand même se déplacer dans une boutique le lendemain matin pour en racheter une en urgence. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il l'a payé avec l'argent de Netflix. On parle d'une dépense de 3 000 € sans en référer à personne par un jeune collaborateur qui vient tout juste d'être embauché et ça alors qu'il est en bas de l'échelle. Sauf que le directeur marketing s'est mis à pleurer de joie quand Nick lui a dit qu'il avait pris les devants et qu'il était allé racheter une télé au cas où. La présentation a eu lieu, les journalistes ont été émerveillés, des articles sont sortis
dans toute la presse aux États-Unis et dans le monde entier. Et Netflix a ensuite fait des centaines de millions d'euros par la suite avec la sortie de sa série House of Cards en 4K à l'époque. Et sans cette règle d'enlever totalement les contrôles, Netflix n'aurait jamais connu ce succès et aurait évidemment perdu très gros. Et pourtant, dans 99,99% des boîtes, ça n'aurait pas pu exister. Tout simplement parce que même quand tu veux dépenser 1 euro, il te faut faire un bon de commande, le faire approuver par son supérieur, puis ensuite par le service financier pour potentiellement avoir ton accord au bout de 3 semaines. Les process sont hyper lourds, hyper chiants et on perd en efficacité. Alors oui, il y en a toujours qui vont jouer et qui vont se payer des billets d'avion en classe business sur le dos de la société. Mais de l'autre côté, ce processus permet aussi d'avoir certaines libertés et certaines actions qui vont faire rapporter des centaines de millions à l'entreprise chaque année. La règle, pas de règle. Et ça, c'est la culture d'entreprise Netflix. Voici les 3 tactiques qui ont permis à Netflix de devenir le géant du streaming qu'on connaît aujourd'hui. Et comme tu le vois, ce n'est pas celle qu'on pense de prime abord puisque le succès s'est construit en coulisses. On arrive sur cette fin de vidéo et j'espère que tu l'as apprécié et que tu auras pu en tirer le maximum de valeur. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, donne-moi ton avis sur ce que tu penses de la culture Netflix. Également, n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, ça fait plaisir à l'algorithme et c'est ultra important pour moi. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!